Au Majestic, un scénario de Maxime Laval. Hélène entre dans un cabaret de Pigalle, par hasard, désireuse d'oublier sa dernière rupture amoureuse au fond de quelques verres de vin. C'est une femme de 40 ans, d'une beauté discrète. Jusque-là, toutes ses relations se sont soldées par des échecs cuisants, envenimés par sa jalousie maladive et l'égocentrisme machiste de ses ex. Mais ce soir-là, elle rencontre Majestic. Lui, c'est une drag queen de cabaret qui chante les louanges de son établissement qu'il voit comme un refuge où la liberté et l'amour font front face au capitalisme et à l'individualisme du monde. Contre toute attente, il voit en elle quelque chose d'insoupçonné. Majestic est persuadée qu'elle est une artiste réprimée, qu'il doit l'aider à se libérer et devenir la femme et la pianiste chanteuse qu'elle a toujours rêvé d'être. Enivrée par ce coup de foudre inattendu, Hélène s'installe auprès de son nouvel amant et de sa petite troupe de chanteurs à perruques complètement fauchés. Le chanteur est diamétralement différent de ceux vers qui est habituellement attirée Hélène. Majestic est un intellectuel au charme efféminé, un bisexuel très engagé politiquement et surtout, et c'est ça qui torture sa nouvelle partenaire, il refuse l'exclusivité sexuelle au sein du couple. Hélène est donc en perte de repère. Bien qu'attirée par la sensualité du lieu, elle est vite maladroite face à des idéaux LGBT qui révolutionnent sa façon de penser. Pourtant, épaulée par Majestic, son évolution artistique s'approfondit, non sans épreuve et introspection. Elle développe alors un personnage de scène, Psyché, une diva passionnée et sensuelle. Cette carrière scénique l'aide à prendre confiance en elle, mais n'arrange pas tout pour autant. La présence d'Hélène fait changer le cabaret. La nouvelle artiste aidant son compagnon à attirer une clientèle plus vaste, grâce à une image davantage grand public. C'est ainsi qu'Orion, une des drag queens, finit en garde à vue après s'être battue avec un spectateur homophobe. Celle-ci met Hélène face à sa naïveté devant leurs identités de genre et leurs orientations sexuelles, mais aussi les effets politiques et sociaux qu'induit sa présence. Par ailleurs, la quarantenaire retrouve sa jalousie dès que son compagnon se rapproche d'un homme. Après de multiples disputes, Majestic cède et accepte l'exclusivité sexuelle. Les mois passent, et si Hélène parvient à résister à l'envie de coucher avec d'autres personnes, Majestic, lui, coupé des hommes, dépérit artistiquement. Après une dispute déchirante, où il apprend qu'Hélène veut également des enfants, mais refuserait de les élever au sein du cabaret, Majestic réalise qu'Hélène l'a changé lui, mais n'a jamais complètement évolué. Après la rupture, Hélène quitte donc le cabaret et redécouvre la vie à l'extérieur. Si elle se sent capable de séduire et de briller comme jamais auparavant, retrouver le monde misogyne, terne, ultra-codifié de l'extérieur la brise. Bien qu'heureuse de découvrir qu'elle peut exister fièrement, sans la validation d'un homme, elle comprend aussi que coucher avec d'autres était ce dont elle avait toujours eu envie, même si elle reste uniquement amoureuse de Majestic. Forte de cette leçon, elle revient afin de tout expliquer à son ancien amant. Après son départ, le cabaret a retrouvé son identité provocatrice et révolutionnaire. Hélène s'excuse auprès de la troupe pour les changements qu'elle a créés. Elle est de nouveau accueillie sur scène, cette fois-ci avec l'amour de ses comparses et de Majestic. Les deux amants sont prêts et prêtes à retrouver les bras de l'autre, comme ceux de futurs amants et amantes. Intérieur nuit, salle de bain d'Hélène. Une salle de bain claire et élégante. Sur une étagère, deux parfums. Les designs des bouteilles sont très différents. L'une, plus petite, élégante et féminine, l'autre à ses côtés, rectangulaire et remplie d'un liquide ambré. Nous entendons deux voix se parler, l'une grave, l'autre plus aiguë, étouffée par l'acoustique particulière de la salle d'eau. Intérieur nuit, salon d'Hélène. Sur un bureau de bonne facture, une pile de tableaux Excel, une agrafeuse, un Mac, des stylos et un agenda couvert de rendez-vous. Tout est à sa place, rien ne déborde. Les voix se font encore entendre, plus distinctement, bien qu'éloignées. Intérieur nuit, placard d'Hélène. Sur des cintres, plusieurs chemises et vestes de femmes. Entre elles, un manteau de cuir masculin. Les voix sont plus proches, le tout est étouffé par la porte du placard. Intérieur nuit, chambre d'Hélène. Sur une cheminée ancienne d'appartement haussmannien,
un exemplaire de la princesse de Clèves. Mais vas-y, va-t'en, t'imagines même pas ce que tu vas me faire faire. Arrête, s'il te plaît. Silence tendu. Le roman est saisi par une main de femme. Hélène jette le livre vers le mur de sa chambre, ce qui renverse sa lampe de chevet. C'est une femme d'une quarantaine d'années, au corps bien en chair, plutôt jolie si son visage n'était pas rougi et fatigué par la colère. Face à elle, Frédéric, du même âge. Il a l'allure d'un jeune premier ayant vieilli, air ténébreux et viril. Il la regarde avec dégoût. Il tourne les talons et quitte la chambre. D'un coup de main violent, il ouvre le placard du couloir. J'y crois pas que tu sois capable de nous faire ça, de mettre fin à une relation qui... De relation, c'est un grand mot. Il n'y a pas de vraie relation parce que tu le laisses pas en devenir une. Ouais, bah je suis pas Sainte Rita. Frédéric cherche son manteau parmi les tailleurs. C'est bien un truc de mec, hein. Tu fuis, tu te barres. Je comprends que ta femme, elle t'ait trompé. Elle voulait un vrai homme. Alors, tu vois... Frédéric se retourne violemment vers Hélène. Il la plaque contre le mur du couloir, la fixant droit dans les yeux, le col du manteau lui couvrant la bouche. T'es une petite femme malheureuse, seule, laide et grosse. T'es en crise de panique permanente, car t'es seule depuis trop longtemps. Frédéric continue sa route dans le couloir. Hélène continue de le suivre, atteinte par ce qu'il vient de lui dire. Ils entrent dans la salle de bain. Frédéric fourre ses affaires dans ses poches. Tu m'as usé, tu m'as baisé pendant que t'en baisais d'autres parce que les petites poufiasses de 20 ans, elles refusent de coucher avec toi la moitié du temps. Et tu me crois pathétique? Mais t'es pareil, t'es un désespéré, t'as besoin d'amour, tout pareil, Frédéric tout fait pareil mine que de moi. ne pas l'écouter. Pour la énième fois, Hélène tire sur le bras de son amant, ce qui lui fait faire tomber son parfum. Son visage se contracte. Il sort de la salle de bain et se dirige vers le salon. Il s'assoit sur le canapé et enfile ses chaussures. C'est pas juste, je mérite pas ça, tu flippes, hein, parce que tu pourrais rester avec moi, ça te fait flipper, hein, ça te fait sentir petit. Mais Hein. arrête, Hélène, t'es pathétique. T'es qu'un son connard égoïste qui va crever seul, à se vider dans des gamines plus jeunes toute sa vie parce que... Frédéric saisit un verre de vin à moitié rempli et le jette vers Hélène. Le verre la frôle et explose contre le mur. Silence. Hélène tremble de peur. Frédéric se lève et quitte l'appartement. La quarantenaire reste debout, la tête dans les mains. Elle gémit de façon dramatique et se jette sur son canapé. Elle reste dans cette position un certain temps. Puis, quelques secondes plus tard, elle se relève mollement et s'habille afin de sortir. Extérieur jour, rue de Montmartre. Hélène quitte son immeuble. Elle se rapproche du Sacré-Cœur où des couples s'embrassent en demandant aux Parisiens de prendre des photos. Elle descend un des escaliers de la butte et croise des jeunes qui rient grassement, bouteille de vodka à la main. Puis, elle est mêlée à une foule de touristes compacts dont elle parvient avec difficulté à sortir. Quelques pas de plus la conduisent à une ruelle remplie de bars où des Parisiens boivent du vin en parlant avec préciosité. Hélène continue de dévaler les marches. Son pas est fou, comme si elle était sur le point de tomber à chaque instant. L'escalier est terminé et elle est désormais au niveau de Pigalle. Essoufflée, elle marche péniblement et observe les bars alentour. Elle s'approche d'un petit café bondé. Au moment où elle s'approche, un serveur commence à rentrer quelques tables de la terrasse. « On va bientôt fermer. » Il est quelle heure? 2 heures. Vous fermez tôt. Le serveur l'ignore et continue de ranger. Hélène tourne les talons et s'approche du bâtiment en face. L'endroit ressemble à un immeuble parisien ordinaire, bien qu'ancien. Un vigile en protège l'entrée. C'est un bar? L'homme acquiesce. Intérieur nuit, salle de spectacle. Hélène est avachie sur un siège de comptoir. Elle se trouve dans un cabaret à l'architecture baroque. La clientèle semble majoritairement homosexuelle et festive, mais elle n'y fait pas attention, ses yeux rivés sur son verre d'alcool fort. Majestique monte les petites marches menant à la scène. C'est une drag queen de 45 ans, au style androgyne, robe moulante recouverte d'une veste de smoking masculine. Ses cheveux naturels sont gominés, s'extirpant légèrement de son chapeau étincelant. Doucement, il s'installe sur son siège de pianiste, et une fois qu'il a déposé son matériel, il joue une légère introduction. Hélène se retourne et l'aperçoit, son visage maquillé étincelant sous un projecteur qui vient de s'allumer. Misanthropes, exilés, marginaux et solitaires, fuyez, fuyez, mes jolis, venez tous sous ma bannière, abandonnez ce monde maudit où l'extrême bâtit les mœurs sous la monnaie monarque et les marques chantent en chœur. Le premier rang maintient des positions de magazine, les lueurs de la scène balayant leurs visages. Gays et lesbiennes s'embrassent, d'autres boivent, regardent le ciel. Hélène observe le spectacle avec surprise. Embrasse, découvre mon île et reste, oublie le temps qui file.
Dépose ton âme près de nos corps. Ici, loi et morale sont mortes. Embrasse liberté et chaleur. Et reste, j'y dévorerai ton cœur. Oublie ce monde avare qui ne veut pas de nous. Aimons-nous, car ce sont eux les fous. Les clients debout prennent les mains de ceux assis. Ils les invitent à se lever et forment une procession devant la scène, laissant voir le visage de Majestic derrière leurs bras, ondulant au rythme de la musique. Le visage de la drag queen y apparaît derrière, comme des yeux voilés par une persienne. Hélène observe son visage avec admiration. Masculinistes et bigotes, agresseurs de nos sœurs transgenres, tous soldats et addicts de la dictature de genre, gamines complexées et dociles, femmes impures dès le premier sang, amants ménagères et victimes d'hommes amers et violents, leur virilité douloureuse telle des corsets étriqués. À la moindre lueur de progrès, l'apocalypse est évoquée. Une espèce si divisée par genre et sexualité, à la fois obsédée et coincée sans désir ou sensualité. Au début du refrain, Majestic, dans un mouvement de tête, fait tomber son haut de forme sur le sol. Ses cheveux sont entremêlés dans une couronne de lierre et de fleurs fraîches. Des danseurs plongent leurs mains à l'intérieur de son ancien couvre-chef et y extirpent des guirlandes lumineuses. Ils font sinuer la décoration dans toute la salle. L'un d'eux vient en déposer l'extrémité dans la main d'Hélène. Grâce à la lumière des guirlandes, la pièce baigne dans une chaleur rousse et rassurante. Abandonnés, désespérés, dépressifs, célibataires, n'êtes-vous pas épuisés de cette quête longue et amère, dans une culture obsédée par l'amour pur et unique, mais où le moindre bambin connaît tout de l'amour physique? L'orgasme comme un soulagement, l'amant comme un corps qui pèse. On ignore tout de la passion, on réfléchit comme on baise. Majestic se lève et retire sa veste de smoking. En la retournant et en la jetant vers le haut, des confettis sont libérés au-dessus de lui et de sa suite, dignes d'une bacchanale. Hélène observe ses pas de danse, ses talons vernis, ses lèvres sublimées de rouge. Fatigué et plein d'idéaux, violemment, égoïstement, et si auprès de moi tu jouissais différemment? Majestic se met devant la scène. Il regarde son public, dont Hélène, qui est absolument captivée. Les yeux de l'artiste sont rieurs, fiers, pleins d'amour et de confiance. Sur ce bel esquif, nous sommes tous des alliés face à un monde qui se noie, enfant de la liberté. Alors, embrasse, reste sur cette île et reste tout près de moi. Renie cette vie futile, nous serons ici les rois. Oublie ce monde cruel qui ne veut pas de nous. Aimons-nous, car ce sont eux les fous. Majestic se lève et reste debout comme profitant des applaudissements. Hélène continue de l'observer, presque captivée. La drag queen descend les marches délicatement, répondant aux quelques spectateurs qui la félicitent. Quelques pas et mots plus loin, elle atteint un petit groupe d'hommes qui lui offrent un verre. Hélène l'observe. Le visage de l'artiste semble posé à chaque phrase, comme si une photographe était présente. Dans un mouvement, elle croise le regard d'Hélène. Aussitôt, elle baisse les yeux vers son verre d'alcool. Elle reprend une gorgée tout en observant le nouvel artiste. Pierrot, 30 ans, le muscle et le sourire brillant sous les projecteurs. Il est uniquement vêtu d'un jockstrap, d'un corset et de talons. Ses lèvres sont recouvertes de rouge. Les hommes le fixent avec admiration et désir. Hélène ne semble pas s'y intéresser plus que cela. Elle tourne légèrement la tête et aperçoit Majestic discuter avec un autre groupe d'amis. Tout en parlant, son regard est en coin, presque tourné vers elle. Mal à l'aise, Hélène se remaquille distraitement, se recoiffe, essayant ainsi de dissimuler les traces de sa dispute. Elle referme son instrument, puis relève le regard. Elle tombe nez à nez avec le reflet de Majestic dans un miroir accroché derrière le bar. Son visage maquillé la fixe tel un mystérieux portrait impressionniste. Elle l'observe plusieurs secondes, ne sachant quoi faire. Puis elle se retourne, le contact de sa main sur son épaule la sortant de sa torpeur. Vous vous êtes perdu? Non. Pourquoi? Je vous ai jamais vu ici.
On a surtout des habitués. Et puis vous buvez seul, assise au bar. Bon, vous n'êtes plus seul maintenant. Je suis là. Je viens rarement dans ce genre d'endroit. Ça veut dire quoi, ce genre d'endroit? Bah, ce genre d'endroit. Ah, gay. Oui. Vous êtes hétéro? Oui. Non, mais c'est pas forcément une tare. Hein. Et puis, bon, si je peux faire mon emmerdeuse, nous ne sommes pas ce genre d'endroit. En tout cas, si vous entendez par ce genre d'endroit les boîtes gays des grands boulevards super chers, sentant la sueur, la pisse et le sperme. C'est pas le genre de la maison. Enfin, à part le sperme, vous pourrez en trouver un peu dans quelques coins. Vous êtes drôle. C'est le travail d'une drag queen. Vous y jouez tous les soirs? Bon, on n'ouvre que le week-end, mais c'est Bibi qui gère le bordel. Alors en vérité, je travaille en permanence. Waouh. En tout cas, jolie chanson. C'est notre hymne. Vous avez un doigté très particulier, sautillant. Vous jouez de manière très frivole, très cabaret. C'est intéressant, mais je sais pas si sur cette chanson, vous devriez pas prendre plus votre temps. On profiterait plus de votre voix. Non, mais allez-y, insultez-moi. Pardon, je voulais pas être désagréable. Non, vous avez été très clair. Mais merci, je prends note. Et puis ça change, hein, des avis des novices. T'es belle. Ah non, mais tu chantes bien. Tu fais pute de luxe. Majestic boit une gorgée. Vous êtes pianiste? Oh non. Non, juste une passionnée de musique, d'art de manière générale. Passionné. C'est tellement prétentieux. Oui, c'est vrai. Non, je rigolais. Je suis comme vous. J'ai l'air d'une prétentieuse. C'est mon côté bourgeois. C'est souvent mal interprété. Ça nous fait un point commun. Majestic rit doucement. Il la regarde boire une nouvelle gorgée, puis elle fixe son visage. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Sûrement à cause de l'alcool, mais je vous ai trouvé tellement beau pendant votre chanson. Vous m'avez trouvé beau? Ou belle. Je sais pas ce que vous préférez. Moi, j'aime les compliments. Le genre importe peu. Vous êtes gay? Non. J'aime les femmes aussi. Ah. Pourquoi? Je sais pas. Hélène finit son verre. Aussitôt, Majestic le saisit et tape dessus avec son unique faux ongle. Lucie, 2 verres de blanc, s'il te plaît, on a un truc à fêter. Fêtez quoi? La fameuse Lucie leur sert 2 verres de blanc. On verra bien. À la vôtre. Hélène. Majestic. Ils trinquent, puis portent leur verre à leurs lèvres. Du coup, qu'est-ce qui vous a amené ici? La curiosité? Non, je voulais juste boire un coup. L'alcool comme raison de sortir. En cas de rupture, c'est mon petit remède. Ah, un souci avec les hommes. Si on veut. J'attire que les abrutis et les paumés. Donc. Arrêtez. Je suis sûr que vous plaisez davantage que vous le pensez. Aux hommes, aux femmes, aux hommes déguisés en femmes. Hélène rit doucement, esquissant un regard vers elle, lui. Majestic touche sa joue, le doigt suivant la trace rougie de ses pleurs. Vous êtes triste? Pas tant. Mais à mon âge, chaque homme ravive les blessures causées par ceux d'avant. Et ça vous rappelle pourquoi ça fonctionne jamais? Pourquoi il y a quelque chose qui cloche, qui fait que vous êtes seul? Tout le monde a quelque chose qui cloche. Il faut simplement trouver quelqu'un qui vous soigne, qui vous aime sans vous tuer davantage. C'est rare. En effet, mais ça peut se travailler. Hein. Moi, j'en ai connu des hommes qui m'ont soigné. Bon, et d'autres que j'ai secourus. Hélène boit une gorgée. En vrai, il me manquera pas. Nous nous sommes vus 3 fois. Je réagis de manière excessive. Mais pourquoi? Je sais pas. Par principe, sûrement, parce que je voulais me faire croire à quelque chose. À quelque chose qui me soignerait, comme vous disiez. Je peux vous donner mon astuce? Je vous écoute. Majestic se penche tout près de son oreille. Baiser le premier venu.
pas ici que je vais le trouver. Ah, vous seriez surprise. Un ami à me présenter. On peut dire ça comme ça. Il porte une robe et je l'ai trouvé beau. Pas en journée, mais ça vous dérangerait pas Je veux pas vous vexer, mais j'aime les hommes virils, habituellement. Et pourquoi ça serait vexant de pas être viril? Non mais j'ai vraiment l'air d'essayer là. Et puis restez honnête s'il vous plaît. Hein. J'ai vu votre regard. Ah non. Non, 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 non. Votre numéro m'a beaucoup ému. Ouais, je sais. Contrairement à ce qu'on croit, on voit très bien de la scène. Chaque œil rivé sur vous. C'est pour ça que vous êtes venu me voir, parce que je vous ai regardé. Oh, pourquoi pas. Ça, et j'aime pas avoir des gens tristes dans mon cabaret. Adorable. Et vous m'avez attendri. Davantage adorable. Après, je pensais pas que ça irait jusque-là. Jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que vous me preniez la main et qu'on monte les escaliers. Que je vous emmène dans mes appartements afin de vous parler davantage. Je vous montrerai mon piano personnel. Très différent de celui-ci. Hélène boit de nouveau son verre de vin comme pour réfléchir à ce qu'elle va répondre. Elle le regarde dans les yeux quelques instants. Parce que vous aimez le piano, n'est-ce pas? Hélène hoche la tête. Non mais si vous en avez envie, je peux aussi vous laisser tranquille. Hein. C'est tout à fait possible aussi. Un temps, puis Hélène nie de la tête tout doucement. Majestic, avec délicatesse, vient poser sa main sur la sienne. Elle lui serre doucement les doigts. Maxime? Il en faudrait, oui. Ou alors on peut échanger. On peut se débrouiller. Hein. Ah oui, c'est vrai, tiens. J'avais complètement exporté ça. Merci beaucoup, en tout cas. C'est très émouvant, surtout les petits claquements de main. Donc voici Zoé Chadeau qui sera ma réalisatrice sur ce film. Et je suis encore en écriture. Voilà. Je n'ai pas encore de producteur. Voilà, ce film, c'est vraiment mon hommage et ma lettre d'amour à la culture LGBT, à ce qu'elle donne de meilleur dans les arséniques aussi, dans l'art de des drag queens. Et c'est aussi l'aboutissement d'un parcours personnel vis-à-vis de cette scène-là, vis-à-vis d'un parcours en tant qu'homosexuel, en tant qu'amant, en tant qu'artiste surtout. Voilà, et toutes ces thématiques qu'on a ressenties dans ces deux petites scènes, c'est quelque chose qu'on avait déjà travaillé avec Zoé à travers notre dernier court-métrage Masculine. Et on a senti que le public, mais bien évidemment surtout nous, on avait vraiment envie de s'enfoncer plus dans ces questions de comment le politique s'enfonce dans l'intimité, comment ça change des choses, comment ça se bouscule. Et c'est comme ça que cette histoire d'amour entre Majestic et Hélène est née. C'est vraiment une histoire qu'on ne voit pas à l'écran, entre un cinquantenaire et une quarantenaire, entre une femme qui a plutôt des formes et un efféminé bisexuel, une femme qui se croit hétérosexuelle encore pour l'instant. Voilà, donc on voulait vraiment raconter ça, et une histoire d'amour qui va grandir, où les gens sont faillibles, cassés, ça on le voit peu, et on voulait voir comment on pouvait se faire évoluer les individus entre nous, quoi. Et Hélène, c'est vraiment le personnage principal, parce que c'est elle qui va évoluer le plus au cours du film. Le personnage d'Hélène, c'est un portrait... un portrait de femme qu'on a connu autour de nous, et ce qui nous importait aussi, c'était de pouvoir montrer dans le cinéma une femme de cet âge-là. Je trouve que parfois elles sont assez peu représentées, comme si elles étaient un peu obsolètes. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'Hélène, elle s'est façonnée toute sa vie pour plaire aux hommes, et qu'elle s'est un peu engloutie sous leur regard. Donc avec ce film, on a envie de montrer qu'elle va s'émanciper un peu et prendre son indépendance de cette masculinité qu'elle a côtoyée toute sa vie. Voilà, et il y a un portrait que j'ai lu d'une femme, c'est d'une écrivaine qui s'appelle Anaïs Nin, qui m'a pas mal aiguillée un peu pour comprendre le personnage d'Hélène, surtout lorsqu'elle dit que tous les hommes à qui elle a tenté de faire lire ses textes
ont essayé de changer son écriture. Et que écrire comme un homme, ça ne l'intéresse pas. Elle veut écrire comme une femme. Et c'est un peu ce qui va... Enfin, c'est complètement ce qui va se passer dans le film pour le personnage d'Hélène, où elle va essayer de prendre en main son pouvoir de femme pour se sentir beaucoup plus libre, aussi bien dans sa sexualité que dans son art. Le rythme du film va vraiment suivre cette évolution d'Hélène en tant que femme, en tant qu'amante, son couple, et aussi sa vie d'artiste, l'identité qu'elle se crée. Et puis le cabaret bouge en même temps qu'elle, puisque le cabaret, pour elle, c'est un truc d'amusement, du divertissement, de la folie qui lui donne de la liberté. Mais pour les artistes LGBT qui étaient là avant, c'est vraiment un sanctuaire où ils peuvent s'exprimer, où le monde ne les écoute pas, quoi. Vraiment exprimer toute leur peine et toute leur douleur. Et ces personnages secondaires vont donc l'aider à progresser, mais vont aussi être des antagonistes puisqu'ils vont la mettre face à ses manquements, face aux choses qu'elle ne comprend pas. Et c'est comme ça qu'elle va aussi évoluer en trouvant sa juste place et en comprenant ce qu'elle peut apporter ou ne pas apporter et soutenir ou pas, quoi. Et donc c'est vraiment le but de ces personnages secondaires, c'est de créer cet environnement-là parce que l'univers du drag, c'est un art qui est éminemment politique, c'est forcé et ça raconte vraiment l'expérience des minorités, de ce qu'on vit, de ce qu'on traverse et aussi les fiertés. Donc voilà, c'est vraiment ça qui m'intéresse dans le drag de manière générale. Et du coup, cette dichotomie politique et musicale qu'on retrouve dans le film, en fait, elle s'opère sur plein de thématiques à la fois diurnes et nocturnes, avec l'univers du spectacle, où on va aller chercher complètement l'imagerie du drag, un peu comme Priscilla folle du désert ou encore Rocky Horror Picture Show. Et toute la partie de jour, où on va être beaucoup plus dans l'intime du quotidien, avec quelque chose de beaucoup plus naturaliste, aussi bien dans la lumière que dans les cadres, un peu à la manière des chansons d'amour de Christophe Honoré ou de Tralala des frères Larieux dernièrement. Il y a quelque chose qui est extrêmement important aussi et qui participe à cette dualité, c'est le fait que le cabaret soit un personnage à part entière. Il va permettre de caractériser un peu l'état mental des protagonistes, dans le sens où, à travers l'art du drag, qui va permettre de mettre l'accent sur des créations de costumes, mais également le jeu des comédiens, on va aller chercher par la caractérisation du décor, justement toute cette représentation de l'état mental des personnages. Et là où je voudrais vraiment jouer aussi dans la réalisation, c'est sur l'espace et la taille de l'espace qui va pouvoir changer en fonction de l'état d'un personnage. Par exemple, quand il pourra être angoissé, une pièce pourra vraiment lui sembler hyper étriquée et froide, et au contraire, pour les scènes d'orgie et d'exaltation, ça pourra être complètement beaucoup plus grand et chaud. Et donc on va jouer sur des perspectives, tout ça, et voilà. Et le film, il va être hyper sensoriel en fait, aussi bien musical, mais il va permettre de pouvoir éveiller les sens pour que le spectateur ressente vraiment l'état psychologique des personnages. Voilà, le film, on veut vraiment qu'il soit à l'image de ce cabaret, c'est-à-dire un grand lieu de divertissement, de folie, de musique, mais aussi un vrai cri politique dans la nuit, et aussi la promesse d'une histoire d'amour où on peut se créer en dehors des normes, avec la liberté dont on dispose tous et toutes. Merci. Bonjour. Oui, pardon. Merci. Vous avez l'air de vraiment très bien connaître le milieu. Et moi, j'ai une question sur tout ce qui est musical, justement. Est-ce que vous allez vous entourer de musiciens? Est-ce que vous avez des références? Là, on a eu des petits passages qui étaient parlés. Vous les avez écrits. Comment vous pensez fonctionner là-dessus et à la mise en scène également? Alors, sur la musique, j'ai vraiment envie de partir sur... là, celle-là, par exemple, elle est très classique cabaret, c'est-à-dire ça annonce beaucoup de choses, c'est vraiment écrit comme ça. Mais j'ai vraiment envie de dépoussiérer cette ambiance-là aussi, parce que les cabarets parisiens, bon, c'est mignon, mais on a aussi envie de rapporter un peu de jeunesse et de choses. Donc j'ai envie de rapporter un peu plus d'hip-hop à un moment donné. J'ai envie de faire des numéros qui sont très mélangés musicalement. Après, c'est son taf à un moment donné. Non, mais ouais, j'ai quand même envie de jouer beaucoup avec les univers musicaux et justement montrer cette diversité de créativité et de création, puisqu'il y a beaucoup de choses à montrer dans l'arsenic du drag. Il y a des gens qui font de l'opéra, hein, littéralement. Donc on peut vraiment montrer plein de choses différentes. Donc on va se lâcher, a priori, si tout se passe bien. Et puis, oui, cette chanson-là, c'est moi qui l'ai écrite, et a priori, on écrira quelques chansons peut-être à deux, ou ça dépend, on verra les opportunités qu'on a. Voilà.
Oui, si on peut juste rajouter, donc par rapport à notre premier court-métrage qui était un premier pas un peu dans la comédie musicale, donc pareil, qui est une histoire avec une drag queen. On a travaillé avec deux musiciens qui sont Len Parotte et la chanteuse Fishback. Ce sont des musiciens et des musiciennes qu'on apprécie beaucoup. Moi, j'aimerais énormément qu'on retravaille encore avec Len Parotte, donc qui s'appelle Romain, parce que c'est un artiste qui me plaît beaucoup. En plus, il commence à faire la transition d'écrire des paroles en français. Et il a quelque chose de très touchant dans la manière dont il a de concevoir et la musique et les paroles. Voilà, donc je pense qu'on va travailler avec des artistes, essayer de, nous peut-être aussi déjà réécrire des chansons sans avoir composé quoi que ce soit. Après, moi j'ai une petite guitare, on peut un peu gratouiller quelques accords comme ça et essayer de travailler ensemble avec des artistes qui aiment aussi notre projet, quoi. Normalement, la première chanson, elle fonctionne en musique parce que je l'ai tenté au ukulélé, c'était abominable, mais ça passe. Donc normalement, c'est bon. Merci. Ça y est, ça marche. Oui, j'avais une question à vous poser. Vous avez parlé tout à l'heure d'un tri politique. Je voulais vous demander, vous, par rapport à l'évolution de la société, par rapport aux questions LGBT et de l'homosexualité, qui s'est quand même normalisée. Il y a eu plein de combats qui ont été gagnés en termes de mariage, de PMA, etc. Quels sont pour vous les combats qui restent encore à mener? Et à travers ce film, qu'est-ce que vous avez envie de dire justement à ce niveau-là? Le climat politique, c'est l'angoisse. Et honnêtement, et la normalisation de beaucoup de choses, qui sont des avancées géniales, et je suis très heureux de tout ça, font qu'on oublie certaines choses qui ne nous permettent pas de nous protéger complètement. C'est-à-dire que culturellement, par exemple, le Marais est complètement vidé. Vous avez la librairie des mots à la bouche, qui est une très ancienne librairie gay, qui a été déplacée, sortie du Marais. Elle est remplacée par une boutique Doc Martens. Donc il y a plein de choses à protéger culturellement aussi, qui sont des vrais lieux historiques. Là, le Tango a beaucoup souffert, qui est un vieux bar gay, enfin une vieille boîte gay qui a été rachetée par la mairie de Paris. Donc il y a des choses qui sont faites et c'est juste génial. Mais le Covid a aussi beaucoup atteint ces endroits-là de sociabilité qui permettent aux jeunes LGBT de partir de chez eux et de trouver des gens pour les aider. Ces lieux-là, ils sont super importants, ils sont souvent menacés parce qu'ils font pas assez d'argent. Voilà. Ils sont rarement aux mains de ceux et celles qui font cette scène-là. Donc l'idée, c'est juste de raconter de manière plus générale, pas forcément dans les droits LGBT, mais aussi de raconter la façon dont les artistes, et surtout les plus galériens, ont besoin d'avoir les choses entre les mains pour pouvoir faire des lieux qui ont du sens, quoi. Et c'est aussi, voilà, ce film-là, il raconte aussi la normalisation de certaines choses, où dans l'idée, il faut que les idées, les idéaux s'élargissent et qu'on puisse voir le monde de manière un peu plus large et d'un peu plus festive aussi. Et en même temps, dire la normalisation, ça retire potentiellement des mains des acteurs et des actrices de ce milieu-là la possibilité de faire des choses en toute indépendance et en toute liberté. Donc c'est un peu cet enjeu-là dans le film. Enfin, en tout cas dans le film. Et puis si je peux juste me permettre de rajouter, c'est que ça parle d'altérité quand même, et l'acceptation de l'autre. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est toujours pas... Enfin, j'ose espérer que la majorité des gens pensent comme nous, mais j'ai bien peur que ce ne soit pas le cas, quoi. Donc je pense que de continuer de parler de ces sujets-là et de montrer que c'est, pour moi, c'est ça la norme, quoi. C'est que peu importe sa liberté sexuelle, peu importe son orientation, tout le monde est libre d'exister, quoi, aussi, de rappeler ça. Merci. Oui, j'ai une dernière question. Je connais mal le milieu, donc peut-être très naïve, mais justement pour rebondir, comment un client homophobe peut aller dans le cabaret, en fait? Je comprends pas. Parce que c'est déjà arrivé. Ça existe. On est homophobe et on va dans un cabaret LGBT. C'est ça aussi. En fait, c'est les grands-parents d'un ami qui sont allés dans le cabaret de Madame Arthur, qui est un cabaret dit de travesti, et qui sont allés en fait. Et en fait, plus ça va, plus ces endroits-là sont plébiscités. C'est juste incroyable et génial. Mais plus des gens me parlent de drague, mais me sortent des choses qui sont complètement énormes en fait. Et en fait, on y va un peu comme on y va au zoo, c'est-à-dire que c'est amusant, on reste un peu en distance, et puis après on part une fois que c'est terminé. Ces endroits-là, ils se normalisent, ils deviennent plus chers, donc les gens qui ont moins d'argent peuvent pas y aller, logique, hein, si ça devient plus cher. Mais il y a cet entre-deux hyper particulier, hyper paradoxal, surtout quand on le vit. On n'a pas l'impression de se faire attaquer dans des endroits où vous n'allez pas si vous n'êtes pas intéressé. Mais moi, ça m'est déjà arrivé dans des bars, moi ça m'est déjà arrivé dans des lieux où on sent très bien que les gens sont pas à l'aise et qui vous lancent des regards qui sont horribles en fait. Et ça peut parfois aller dans des altercations. Donc c'est de la curiosité malsaine généralement,
Mais ça a lieu, hélas, voilà. Et l'idée, c'est juste de pouvoir protéger ces choses-là et faire que les gens qui ont de la belle curiosité de pouvoir venir et les gens qui sont un peu angoissants de pas trop s'approcher. Je suis désolé, mais l'auteur restera ici si vous voulez leur poser des questions.